là encore la maquilleuse, je suis désolée. On y go ? On y go. Eh bien, bienvenue à cette troisième TEDx de la saison 3 de TEDx, où Philippe me fait l'honneur de venir parler DevOps. Et pas n'importe lequel, celui qu'on vit en vrai, celui qui n'est pas toujours très clean, qui part un peu en vrille. Donc on est très content de t'accueillir. Merci beaucoup. Avant de te passer la main, on va juste préciser que la séance est filmée dans son sort, donc normalement vous n'êtes pas dans le champ. Pour ceux qui n'aiment pas trop, vous pouvez vous masquer, donc ça devrait le faire. Par contre, elle risque d'être photographiée. Est-ce que ça gêne des gens si je prends une photo de groupe de face? Sinon, je peux les prendre à l'arrière, pas de souci. C'est bon pour tout le monde? Ça marche, merci. Et enfin, une collation sera proposée à la fin de la présentation. On fera l'étape un peu comme on peut. On commandera des pizzas. Est-ce que ça intéresse des gens, dont moi? Ouais. Philippe, tu restes? Ça marche. Ça permet de prendre le bon nombre de pizzas. Du coup, un grand merci à nos sponsors encore et toujours, et on insiste, AppSitTop et Ascensi, qui sont deux ESN de la place de Tours, qui nous font confiance et en présentiel et à distance, donc merci à eux. On a pu continuer d'exister un petit peu l'année dernière, donc voilà, on est très contents. Et accessoirement, c'est eux qui nous payent tout ce qu'on a là, donc un grand merci. À MAM aussi, qui s'est démené pour nous avoir une salle aujourd'hui, alors qu'il y a un énorme événement à côté. Donc ça, c'est bien cool. Et à Palo Alto, sans qui on n'aurait pas eu tous ces contacts-là. Je vous invite d'ailleurs à les contacter si vous avez besoin. Enfin, oui. On pourrait s'appeler après. Digital Noir Valley. Digital Noir Valley. Voilà, ils deviennent pareil, ils se professionnalisent. C'est un peu notre exemple. Et donc voilà, des contacts qu'on pourra vous donner si ça vous intéresse pour monter une association dans la région. Pour simplement voilà, prendre du contact. Il n'y a pas de souci, on sera là pour y répondre. Notre petit calendrier, on n'est pas peu fiers. 14 décembre, notre petit cadeau de Noël, Julien Topsu, qui viendra nous parler au Hawks, expliquer simplement. Même moi, j'ai tout compris. Venez. Non, en vrai, c'est une présentation passionnante techniquement, mais en plus, lui, il a le don de le présenter de manière... voilà, c'est un showman. Tour & Tech. Je sais pas si on leur fait vraiment de la pub parce qu'ils sont beaucoup plus connus que nous, mais voilà, on est fiers de pouvoir tous les deux y aller. Cette année, ce sera le 22 janvier. Inscription directement sur leur site, ils passent pas par Eventbrite et Meetup, je crois. Et ça se passera à Polytech. Et nous, une autre date encore, juste après, le 25 janvier, on recevra Sébastien Blanc, qui est un développeur advocate, et qui viendra nous présenter un sujet. Et on sera content de l'accueillir, nous présenter un sujet. On ne sait pas encore quoi, mais ce sera forcément... Ouais, c'est pareil. Certainement autour de Kubernetes OpenShift. Oui, Kubernetes et OpenShift, essentiel. Ça, c'est nous. Donc n'hésitez pas si vous avez une attente en termes de sujet, une idée de présentation de sujet aussi. On aimerait bien faire un peu vivre un peu plus tour sur des tests. Voilà, si vous avez des choses à tester, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et on va passer la main à Philippe. Je te rends alors, et le micro. Ah oui, et je suis excusé sur mon slide deck. Parfait. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Au secours, le DevOps par Henri, ou comment allier les pratiques agiles et le DevOps dans un contexte de projet d'applications distribuées complexes. Donc, on parle de plein de microservices dans une application, mais le titre était moins sexy. Donc, Au secours, le DevOps par Henri, c'est plus sympa. Au menu aujourd'hui, je vais vous parler d'un constat, comment on fait partir en vrille notre DevOps, parce qu'on a toutes les bonnes intentions du monde, on veut faire les choses bien comme on veut, comme il faut, et en fait au bout d'un moment, au bout de 4, 5, 6, 7, 10 sprints, on se rend compte que notre démarche DevOps part en vrille. Ensuite, je vous parlerai d'une idée qu'on a eue dans le cadre d'un contexte projet pour un client. On a réfléchi à comment on pouvait résoudre ce problème, ou en tous les cas l'atténuer. Et enfin, pour pas que ça reste une idée, on a fait en fait une véritable réalisation. Donc je vous parlerai enfin en fait, est-ce que ça marche réellement, cette idée. Alors, avant toute chose, je vais
je vais me présenter, c'est le principal. Je m'appelle Philippe Morisseau. Ça fait à peu près maintenant 4 ans que j'officie pour OnePoint, donc à Nantes, dans la communauté atlantique. Je suis architecte .NET et Azure et expert DevOps. Voilà, j'ai plein de petites médailles Microsoft, assez tamponné Microsoft. Voilà, et donc je suis responsable du pôle support expertise Microsoft pour OnePoint, et dans ce cadre-là, nous on intervient pour les différents clients autour des thématiques cloud, DevOps et data. Voilà pour ma présentation. Donc on va passer tout de suite au constat, comment on arrive à faire partir en vrille le DevOps. Avant ça, je vais quand même vous poser une question. Pour vous, le DevOps, c'est quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être le DevOps? Bof. Je vois les petites pattes. La définition est trop vague. Elle est très vague. Ok. Alors, il faut savoir que le DevOps, c'est quelque chose qui a été inventé, enfin, qui a conceptualisé en 2009 par nos amis belges. Le prénom, c'est, alors, j'ai noté, mais je me rappelle plus, c'est Patrick Debois. Voilà. Et l'objectif, en fait, du DevOps, c'est d'allier à la fois le travail des développeurs et le travail des administrateurs. De concilier ces deux activités, donc de concilier le run et le build. Parce que l'agilité avait embrayé le pas, mais se confrontait systématiquement au passage de la mise en UAT, la mise en production. L'objectif du DevOps, c'est de faire sauter ce silo-là et d'allier les deux mondes, donc le build, le run, les développeurs, les administrateurs, les exploitants. Voilà pour le principe. Et donc, avant tout, avant de commencer de parler un petit peu à comment on arrive à faire partie en vrille notre DevOps, je vais faire une petite digression et je vais parler de monsieur Ludwig Boltzmann, un mathématicien, physicien et philosophe, ses heures perdues, autrichien. Il a fait donc, dans ses travaux, il a fait notamment une formule, la fameuse formule de Boltzmann, qui permet de calculer l'entropie de toute chose. Et donc, typiquement, en fait, ce que ça explique, l'entropie, c'est que systématiquement, l'état initial est très peu probable et que le système évoluera toujours de son état le moins probable vers l'état le plus probable. Concrètement, ça veut dire que, je vais prendre l'exemple de notre verre en cristal, qui, lorsqu'il tombe, se casse. La probabilité pour qu'un verre en cristal, alors l'état initial, le moins probable, c'est le fait que le verre est en entier contient un liquide, un vin, un Vouvray ou un Saint-Nicolas de Bourgogne de préférence, et son état le plus probable, c'est que ce verre soit cassé. En effet, on arrivera au bout d'un moment, on ne sait pas sous quel délai, à l'état où le verre est cassé. D'autres exemples, on a la pyramide Maya, donc là on voit envahi par la végétation, par les arbres, donc qui commence à se faire ronger au fur et à mesure par les arbres, ou notre château de cartes. On a en fait un retour inéluctable à l'état le plus probable, à savoir pour le château de cartes, à plat, et pour notre pyramide en état de poussière. En fait, la véritable question dans tout ça, c'est de se poser, c'est quand et comment. En effet, on imagine très bien que notre château de cartes va avoir, pour passer de son état le moins probable en château à l'état le plus probable, le délai va être très court. Le comment, ça va être le fait qu'on ait soufflé dessus ou qu'on ait mis un coup de paluche dessus. Ça, c'est deux possibilités, il y en a peut-être d'autres. Pareil pour notre pyramide, sauf que là, dans le cas de la pyramide, le délai sera beaucoup plus long, puisqu'on a fait une construction solide. On avait construit cette pyramide pour durer. Malheureusement, les effets du temps font que cette pyramide va être rongée au fur et à mesure par la forêt, à moins qu'on fasse une action de notre part. Voilà pour le principe de l'entropie. Et en fait, si on réfléchit bien, notre démarche DevOps, à l'ini de notre projet d'application, il va être parfait. Il va être dans notre idée parfait. Et c'est juste, au final, au fur et à mesure des itérations, des sprints, des composants qu'on va implémenter, on va se rendre compte qu'on va faire partir
en vrille notre DevOps. Notre idéal de DevOps va partir en vrille. Donc, pour le DevOps, en fait, on va avoir plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui vont faire partir en vrille notre DevOps. Le premier, c'est l'agilité. L'agilité, on se dit, pourquoi l'agilité ferait partir en vrille notre DevOps? Je vais prendre un exemple concret pour que ça parle à tout le monde et qu'on soit vraiment dans un cas concret. On va imaginer un projet agile avec des itérations de 3 semaines à peu près. Idéalement, on dit 2 semaines, mais là c'est pour l'exemple, je veux partir sur 3 semaines. On va partir aussi sur un projet où on va dire, ok, durant mon sprint, je veux que dans mon definition of done, je fasse mes tests d'intégration. Donc c'est-à-dire que l'équipe a réalisé l'intégralité des tests d'intégration pour valider la user story durant le sprint. Et le troisième point, c'est que forcément, dans l'agilité, on va dire, ok, mais je veux réduire quand même au maximum le délai entre le moment où j'ai fait la validation, où j'ai fait ma démo et que mon client a validé, en tout cas mon PO a validé mes user stories, et le moment où je l'ai déployé sur mon environnement de recette ou de production. Donc, pour cet exemple, je vais prendre donc un sprint. Donc on a 4 sprints, sprint 0 à 3. Donc là, j'ai mis les semaines, donc semaine 3, etc., jusqu'à 12. Là, on a 12 semaines de sprint. Et donc, on va imaginer qu'on a une première phase de grooming. Donc, on va groomer nos user stories. Donc, les user stories 1 et 2 dans le sprint 0, les 3 et 4 dans le sprint 1, le 5 et 6 dans le sprint 2. Ensuite, on va avoir notre phase de recette, de réalisation et de test d'intégration. Donc, ce qui a été groomé, on imagine, dans un monde parfait, ce qui a été groomé dans le sprint 0 est réalisé et testé dans le sprint 1, et etc., etc. Ok. Ensuite, bien entendu, comme on a dit qu'on voulait déployer aussi vite que possible, on va dire, bon, ok, dans ce cas-là, moi, ma recette d'intégration, les tests d'intégration, je vais vouloir déjà déployer sur mon environnement d'intégration. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais finir une user story, je vais déployer sur mon environnement d'intégration, que j'ai appelé dev. Ok, très bien, ça marche. Et puis après, du coup, on se dit, bon, le client a validé, on veut quand même faire une petite recette fonctionnelle avant de mettre en production. On veut faire nos tests métiers, soit avec des tests automatisés, soit avec des tests manuels. En tout cas, on va prévoir une petite recette fonctionnelle. Donc, du coup, cette recette, on imagine qu'elle est faite après la démo, dans le sprint suivant. Donc, notre user story 1 et 2 sont recettés durant le sprint 2. Et donc, du coup, pour pouvoir les recetter sur faire la recette fonctionnelle, on va le faire sur un environnement autre que notre environnement d'intégration. Sinon, on va péter nos tests. Donc, on va faire ça, on va faire des déploiements en UAT. On peut très bien imaginer que pendant la recette fonctionnelle, on va constater un bug, ça arrive, l'équipe est passée à côté d'une fonctionnalité qui était décrite, d'une particularité qui était décrite dans la user story, on l'a oublié, oups. Du coup, retour auprès de l'équipe qui fait la correction et qui réalise un petit hotfix durant l'itération. Donc on peut imaginer qu'on aura à minimum un déploiement par sprint sur notre environnement UAT et plusieurs, probablement, déploiements sur notre environnement UAT durant le sprint. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a fait toutes nos recettes, on a validé tous nos éléments, ça veut dire qu'on va déployer en production durant, en tous les cas, le début du sprint 3, si on imagine qu'on a pris tout le sprint entier pour faire notre recette métier. On a pris notre temps, je l'admets. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, entre le moment où mon client a dit « Ouais, j'ai une idée, je voudrais faire une user story » et le moment où cette fonctionnalité est déployée en prod, il va se passer à peu près 9 semaines. Ce qui est quand même déjà assez long, hein. 9 semaines, c'est presque 2 mois. Pourtant, on a eu la bonne volonté. Donc, on dit, bon, oui, là, t'es mignon, mais ça, on est sur un modèle un peu classique. On pourrait utiliser les feature flags. Je ne sais pas si vous connaissez les feature flags. Oui. Le principe, c'est de dire qu'on va déployer le code, mais en mode désactivé. C'est-à-dire que le code qu'on produit, on va le déployer sur nos environnements, UAT ou prod, mais en fait, on va mettre un flag, un top, qui va permettre de l'activer ou de désactiver. C'est pas systématiquement possible, attention, je précise bien, ça marche bien dans le cas d'architecture assez simple, monolithique,
lorsqu'on est sur des architectures microservices complexes, les feature flags, c'est un début d'enfer. Ça c'est mon point de vue. Mais on va pouvoir quand même vachement réduire notre temps, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que on va pouvoir, aussitôt qu'on a terminé notre recette et nos tests d'intégration, dire bon, ben, ok, je l'active, j'ai pas besoin d'attendre la fin du sprint, j'active la fonctionnalité durant mon sprint sur l'environnement du AT, et enfin en tout cas je le déploie sur mon environnement du AT pour l'activer aussitôt derrière, et pareil pour l'environnement de prod. On a la possibilité comme ça de réduire au maximum les délais, et en fait, de faire sauter en fait, ce processus de dire ouais, j'ai un sprint, il faut attendre le suivant, il faut attendre le suivant. Ça, c'est le principe des feature flags. Donc, voilà la problématique de l'agilité, c'est qu'en fait, au final, on va constater qu'on a déjà un bon paquet de déploiements en fonction de nos différents sprints. C'est-à-dire que là, on a mis en place le DevOps, on a une idée du DevOps. Avec l'agilité, on se retrouve à avoir chaque user story, des déploiements, etc. etc. Le deuxième point, ben, c'est le DevOps en lui-même, qui va le faire lui-même partir en vrille. On va partir encore dans d'autres contextes où on va imaginer que on souhaite avoir une démarche vraiment super DevOps, où on va se dire bon voilà, je veux que mon infrastructure, mon code, ma documentation, tout ça soit as code. Donc je veux tout produire et je veux que systématiquement, dès que je fais quelque chose, tout ça déploie mon pipeline en automatique. Ok, et puis je veux bien entendu qu'en cas de souci, en cas de souci du déploiement d'un des composants, je veux automatiquement arrêter mon processus. Il ne faut pas que je continue à déployer des composants si un des composants a été pété auparavant. Et puis, je veux quand même mettre en place quelques règles. C'est-à-dire qu'en général, sur le DevOps, on va dire, vous passez d'un environnement à un autre, on va mettre des approbations. Donc on va vouloir déployer en UAT que ce qui n'a été validé en dev, et pas autre chose. Ou déployer en prod que ce qui a été validé en UAT. Puis enfin, on va aussi vouloir mettre en place un modèle branching. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le branching model, avec Git, hein, donc on a plusieurs. On peut utiliser du TBD, du Git-Flow, du Git-Flow, ou du custom comme vous voulez. Mais enfin, en tous les cas, on va vouloir définir un modèle de branching, un branching model. Et donc, dans le Zoom, on imagine, on a notre code. Donc, voilà, moi je suis pro Microsoft, donc voilà, c'est du .NET. Et puis pour l'infra Ascode, ça va être du Azure. Voilà, encore une fois. Et pour notre doc Ascode, on va utiliser du Markdown. Donc on va dire, bon ben ok, tout ça, on l'a fait, Ascode, on est super content, on est bien dans les règles de l'art, parfait. Et donc on va imaginer que ben, tout ça, on va les mettre dans des repos Git, bien entendu. Et on va les répartir sur des différents repos. Donc on va imaginer qu'on a du code qui va générer des librairies, qui vont être dans des repos, du code qui vont générer notre infrastructure, et du code qui sera dans un autre repo, on ne mélange pas les choux et les carottes, et du code qui va déployer nos web services, etc., etc. Donc on a réparti notre Docker code d'ailleurs sur les différents repos. Donc, on est très bien. Bon, à ça, on rajoute quand même notre démarche DevOps, hein, donc le fameux vite infini. Donc, on met notre démarche DevOps sur chacun des repos Git, et bon, donc tout doit être buildé et déployé automatiquement. Très bien. Mais j'ai parfois des dépendances de compilation. En effet, on imagine que nos web services s'appuient sur la librairie 2, qui elle-même s'appuie sur la librairie 8. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un petit peu attention à ce que je fais. Imaginons que sur notre user story, on décide de faire une évolution sur notre librairie 2. Eh ben, il va falloir faire attention à ce qui se passe derrière. Nos web services, nos batchs, là, qui dépendent de cette librairie, peuvent être impactés. On peut créer une régression. Et donc, ce qu'on va vouloir vérifier, on a mis en place le DevOps, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en place le build, le test, tout team. Il va bien falloir penser à redéclencher le pipeline, le build, le test, pour s'assurer qu'on n'a pas de régression. Vérifier qu'on n'a pas pété ce qu'on avait déjà fait et qu'on n'a pas fait évoluer. L'autre problématique, c'est avec les dépendances de déploiement. En effet,
On se dit, bon voilà, on a une infrastructure, on va déployer en RAS code, on va avoir des web services qui vont exposer des API, et puis on imagine qu'on a d'autres web services qui vont consommer ces API qui sont exposés. Bien entendu, si à un moment donné, lorsque je déploie mettons mon premier web service et que je constate que ça s'est pas bien passé, il faut surtout pas que je déploie le composant qui est derrière, qui va utiliser les API, parce que potentiellement il va avoir des gros problèmes de fonctionnement. Donc il faudra faire un stop sur les dépendances de déploiement. Donc bien faire attention. Et alors, un autre point aussi, hein, donc, je ne sais pas si ça a été fait volontairement, je cherche toujours, je n'ai pas trouvé d'article par rapport à ça, mais en tout cas, moi je reste convaincu, vous pouvez me dire que non, mais que ce 8 infini, il n'a pas été fait de manière anodine. On aurait pu faire un cercle, certes, en mettant dev et ops d'un côté, en faisant un petit trait au milieu, etc. Je dis ça parce qu'en fait, moi j'aime à penser que, en fait, le DevOps inclut à l'intérieur même deux boucles. Une boucle de succès, notamment, dans le cas où, mettons, on a déployé son environnement, on constate que tout va bien. C'est-à-dire qu'on a fait son exécution, on a vérifié le monitor, on constate que tout va bien. Et à ce moment-là, si tout va bien, pas besoin de repasser par plan, code, build, test, release et redéployer sur l'environnement suivant. Non, on redéploie sur l'environnement, ce qui a été validé sur le premier environnement. Donc, en dev, on déploie en UAT ou en prod, par exemple. Et pareil, on aura la boucle d'échecs si durant le test, on constate qu'il y a une anomalie dans notre application, dans notre code, admettons, on va repasser sur plan, build, plan, code, build. Bref. Dans le cadre de notre boucle du succès, ça veut dire qu'il va bien falloir faire attention. J'imagine, toujours dans l'agilité, on fait nos itérations, l'équipe réalise ses fonctionnalités, fait des évolutions sur ses composants, on est durant l'itération, on ne veut surtout pas qu'on déploie sur les environnements du AT ou de prod. On est durant le sprint, il y a des recettes qui sont sur des environnements suivants, donc il faut bien faire attention à notre pipeline, à dire, hop, durant mon sprint, lorsque je fais un commit, je veux que du build, tu lances les tests unitaires, que tu déploies sur l'environnement de dev, que tu fasses les tests d'intégration, et tu t'arrêtes là. Tu vas pas plus loin. Surtout pas. Et puis, je ne veux pas demander l'approbation à chaque fois, parce que là, moi, j'ai le PO qui va me péter une pile. Si à chaque fois, il va faire « Non, mais attendez, à chaque fois, si tous les développeurs font des commits et que je dois refuser les approbations, j'en ai marre. » Donc, il faut qu'on prévoie un mécanisme qui pense bien à stopper le processus. Et pareil, en fin de sprint, on va bien faire attention à « Ok, on attend la fin de la recette pour pouvoir déployer sur l'environnement de prod. » Sinon, voilà, on va avoir des problèmes. Donc, bien faire attention aux différentes phases, build, deploy dev, deploy UAT, deploy prod, dans le cas. Et le dernier point, donc le modèle branching. Donc là, moi, je vais vous donner un exemple du trunk-based development. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le trunk-based. Il y a un pouce en l'air. Ok. Du coup, voilà, grosso modo, on va imaginer un historique Git avec différents sprints. On va constater que, je sais pas si, si, ça marche. On va constater que durant notre sprint, on a on détecte des anomalies. Donc on doit faire des hotfix. Donc on va faire des hotfix avec des cherry pick et on va poser des petits tags. Et à chaque fois, on va bien mettre en place tout ce qui va bien, les analyses SonarQube, les tests unitaires, etc., etc. Mais il va bien falloir faire attention à nos tags, nos branches de release, notre branche master main, maintenant. Et du coup, on a la correspondance des différents sprints qui correspondent aux différentes releases de nos composants. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer les branches, les tags, les JPEG et d'autres joyeusetés au niveau de notre repo. Et donc du coup, ce qu'on veut s'assurer surtout, c'est que sur notre branche master, on ne fasse que des déploiements en dev, donc sur notre environnement d'intégration, et que sur notre branche de release, par contre, on puisse permettre le déploiement sur nos environnements du dev, du AT. Ok. Ah non, oui, d'accord. Pardon. Donc là, on imagine qu'on a un composant, on a une nouveauté,
puis une mise à jour. Et du coup, voilà, je parlais de Netflix. On va y arriver. Voilà. Désolé. Voilà, Netflix. Et voilà. Le dernier point, c'est l'évolution. L'évolution naturelle de notre projet. Donc, en général, surtout sur un projet, on va commencer par un petit périmètre, une première fonctionnalité avec un microservice, etc. On va en rajouter au fur et à mesure que notre projet grandit, vieillit et prend de l'ampleur. En plus, on va nous demander des fois de faire des évolutions sur nos microservices. Plus ou moins. Donc, il va y avoir on va se retrouver avec une architecture avec des gros microservices, des petits microservices. Donc, on va avoir un peu toutes les tailles. L'architecte va veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les gros et les petits. Penser des fois à redécouper un microservice en deux s'il est vraiment trop gros. Et puis, on imagine que ce projet-là, il a été créé et existe depuis plus de 2 ans. Donc, on peut en avoir un historique. Je prends l'exemple de notre application. Donc, sur le premier sprint, on est content, on déploie notre infra, on a un premier livrable qui est notre infra V0. Ok, cool. Sur le sprint suivant, on rajoute 2 web services, on fait une petite évolution sur notre infrastructure. Bon, ça va bien, facile. Sur le sprint suivant, on se dit, ben voilà, en fait, j'ai factorisé, j'ai créé une librairie, j'ai créé un nouveau batch, etc. J'ai fait une évolution sur le web service 1, j'ai rajouté un batch. Sur le sprint encore suivant, on va dire, ouais, mais en fait, mon web service 2, qui était un POC, il y a une démo, etc., en fait, on ne va pas le mettre en prod, donc on le décomme. Et puis, du coup, je rajoute un nouveau batch, et puis, ainsi de suite. Et on peut imaginer qu'au bout du sprint 63, donc ça, c'est concret, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un projet client, on est rendu au sprint 63. Et on a une dizaine de librairies, une infra qui est en version 1.35, et des web services qui sont rendus à la version 1.50. Donc là, donc ça commence à devenir un peu lourdingue. Et c'est ce qu'on appelle l'entropie du DevOps, hein, c'est-à-dire que l'état le plus probable, le truc qui était facile à gérer et qui était parfait, là, il est beaucoup moins parfait. Là, on commence vraiment à galérer. Et si on cumule tout ça, l'agilité, le DevOps, l'évolution, on va avoir un truc où on va avoir donc, notre user story qui va, mettons, amener une évolution sur notre librairie. Bien entendu, on va avoir un nouveau livrable. Il va bien falloir penser à rebuilder nos web services. Et donc, du coup, si tout est OK, ça veut dire qu'on va avoir 2 nouveaux livrables. Ces 2 nouveaux livrables, il va falloir les redéployer. Ok, ça c'est très bien. Et puis sur le sprint suivant, on constate qu'on a une nouvelle, on décide d'avoir une nouvelle user story, une évolution donc, avec un nouveau web service, évolution de notre infrastructure pour pouvoir héberger ce web service. Et puis, du coup, une nouvelle version de l'infra, un nouveau web service, très bien, donc 2 livrables. Sauf que, attention, on va falloir faire attention à la dépendance de déploiement. Hein. On ne déploiera pas le web service sans avoir déployé au préalable l'infrastructure, sinon on va avoir des problèmes. Logique. Et puis, on peut très bien imaginer que durant ce sprint-là, le X+1, on constate que notre user story, on avait un petit hotfix à faire, et donc, du coup, on rebelote, on fait un hotfix et on doit redéployer notre web service. Ça commence à devenir long. Et puis, à ça peut se rajouter le phénomène d'accumulation. On est très bien, tout va bien, les sprints, ça roule, mais en fait, on peut constater que quand on fait des hotfix, mettons sur la user story et notre user story 1 dans le sprint X+1, on va constater que cette user story, elle ne peut pas être resetée durant le sprint, parce que livré trop tard, le hotfix est livré trop tard, et donc du coup, l'équipe de recette fonctionnelle dit tant pis, hein, moi je ferai la recette dans le sprint suivant. Ok, mais alors du coup, la mise en prod, elle se fait quand? Dans le sprint d'après, parce que moi j'ai un sprint et il faut quand même 3 semaines pour pouvoir faire ma recette. Donc, on va se dire, dans le meilleur des cas, on va se dire, on a un décalage partiel, donc c'est-à-dire que les user stories qui ont été validées par la recette peuvent être livrées immédiatement en prod, et tout va bien. Et puis les user stories qui n'ont pas eu le temps d'être recetées sont recetées durant le sprint suivant, donc on a un décalage partiel. Mais il peut arriver à des cas où on a des croisements et des interdépendances entre les user stories. Et là, malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de faire
dans le cas de multiplier story 4, un décalage complet. Et là on est dans le dramatique. On est dans le dramatique parce qu'on avait vendu aux clients comme bon, on allait faire le truc en 4 semaines, 6 semaines, allez, 9 semaines maximum. Bon ben là on est à 15. Oups. On n'a pas 15, 12. Ça fait déjà beaucoup trop. Donc, le phénomène d'accumulation qui peut arriver. Alors, encore une fois, le phénomène d'accumulation, on peut le réduire largement avec les feature flags. Important, attention, encore une fois, les feature flags, c'est vachement bien, mais ça nécessite de la part du client et de la part de l'équipe un investissement important. C'est pas juste, on va faire des feature flags. Bon courage. Donc, en synthèse, ce qui va faire partir en vrille notre DevOps, le nombre de déploiements. Ça, c'est des statistiques. Hein. Plus on a de déploiements, plus on a de risques que ça merde. Donc, forcément, si on a beaucoup de microservices, on déploie beaucoup, et donc, du coup, on a encore plus de chances que ça parte en cacahuète. Deuxième point, et qui va compléter, c'est les dépendances. Forcément, si on a des dépendances entre les différents composants, ça veut dire qu'il faut bien faire attention entre les composants, et donc du coup, s'il y a un build qui pète, les autres peuvent péter derrière. Le troisième point, c'est la gestion des repos Git. On a énormément de choses à faire sur nos repos, notamment pour le tech lead, on a souvent le boulot du tech lead. Au fait, le tech lead, tu vas nous faire à la fin de la démo, c'est toi qui tires les branches de release, c'est toi qui poses des tags, et puis c'est toi qui approuve les PR. Et puis en fait, on se retrouve avec le tech lead qui passe 2 ou 3 jours à faire des manipulations sur les repos Git à chaque fin de sprint. C'est génial. Et le quatrième cas, c'est les cycles de recettes. Donc forcément qui rentrent en compte, hein, les équipes métiers, de recettes métiers, n'ont pas le choix, il leur faut du temps pour faire cette recette-là. Que ce soit en automatique, et là on va pouvoir réduire le temps, mais malheureusement, on arrive à automatiser, mais on n'automatise jamais 100% des tests fonctionnels. C'est rare, hein, j'ai jamais vu ça. Personnellement, j'ai jamais vu un seul client qui me dit « mon application, elle est testée avec des tests fonctionnels qui couvrent 100% de mon application. » Jamais vu. On va faire du best coverage, c'est-à-dire qu'on va dire ok, j'ai les fonctionnalités qui ont le plus de valeur, on va les automatiser parce que là-dessus, je ne veux pas me planter. Et après, les autres fonctionnalités, on verra plus tard. On va les faire en manuel pour le moment. Donc, attention, les cycles de recettes peuvent faire partir en vrille votre DevOps. Alors, une idée. En fait, je vais vous parler un petit peu de la genèse de mon idée. Je vais juste regarder le temps qui me reste. Là, je parle bien, hein. Pas mal. Je vais me dépêcher sur la deuxième partie. Je vais parler de la genèse de mon idée. C'est en prenant le train, pas le train, en faisant du covoiturage avec mon collègue de boulot. On rentrait de Nantes, on allait à Clisson, j'habitais à Clisson. Et en fait, je lui parlais, ça faisait à peu près 2 ans qu'on était, il y a 2 ans, à peu près il y a 2 ans, je lui disais, voilà, on a un projet client, on a plein de microservices, ça devient une grosse galère, moi je commence à en avoir marre, entre le risque d'erreur, le nombre d'opérations à faire sur les repo Git, vérifier que tous les pipelines passent bien et qu'ils soient exécutés dans le bon ordre, je m'en sors pas, enfin, c'est un vrai passe-temps, et puis ça n'apporte aucune valeur, sincèrement, on a autre chose à faire que de passer son temps à faire des approbes, puis des branches de release, ou poser des tags sur les repo Git. Et puis, du coup, mon collègue il me dit, pourquoi tu ne fais pas une machine à état? Et en effet, Eureka! Et comme dirait Doc de Retour vers le futur, quitte à ralentir le temps, c'est pas exactement, je le paraphrase, quitte à ralentir les effets du temps, autant prendre une machine qui a de la gueule. La machine à étapes, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle, ok, rapidement, vous vous rappelez du principe. Donc, on va décrire un système non pas par rapport à une fonctionnalité, mais par rapport à ses états, et les fonctionnalités vont être les transitions entre les différents états. Donc là, je vais prendre l'exemple du magnétoscope. Retour dans les années 80, retour dans le futur. Où en fait on va avoir, mettons, notre cassette qui va avoir 3 états, arrêté, en cours, en pause. Lorsqu'on pour passer de l'état arrêté à en cours, on va
appuyer sur lancer le film. Enfin, on va lancer le film. Pour passer de en cours à stop, on va stopper le film, et puis etc. Donc on va voir différentes étapes. Bien entendu, on peut rajouter à ça des déclencheurs. Donc le fait d'appuyer sur play de notre télécommande, stop, pause, etc. D'ailleurs, vous avez pu constater qu'on peut appuyer sur play ou pause pour reprendre le film, ça marche. Donc, on va imaginer qu'on reporte ce modèle-là, donc ce principe-là de machine à état sur notre DevOps. Et sur les états de notre application, parce qu'en fait, au final, ce qu'on veut, nous, c'est au niveau de l'application, gérer en fait les différentes phases de notre application. Pour passer entre l'état buildé de notre application à déployer en dev, puis déployer en UAT, puis déployer en prod. Donc là, on a ces trois environnements. Donc on imagine notre librairie, on fait une évolution, notre user story, on reprend notre user story, on fait une évolution sur notre librairie, ça déclenche un commit. Parfait. Donc là, l'idée de notre machine à état, c'est que, en fait, elle compile la librairie et elle compile les dépendances, vérifier que tout fonctionne. Elle va livrer notre dépendance, puisque notre librairie est inclue dans notre dépendance. Donc, on va livrer notre composant, qui, lui, pourra être ensuite déployé sur nos environnements de dev. Au moment du déploiement, on va quand même vérifier que notre infrastructure est disponible, en tout cas, elle est déployée correctement, etc., etc. On va passer sur les différents sprints, donc déployer de dev. Donc là, lorsque la démo est évoquée, à ce moment-là, on va reprendre notre batch, on va vérifier que notre infrastructure est correctement déployée, ensuite on va déployer on va passer notre application à déployer en unité, etc., etc. Ok. Alors, en fait, ça ressemble vachement à un cycle DevOps, builder, déployer en dev, déployer en UAT, déployer en prod, on retrouve nos pipelines de CI/CD. Du coup, si je réfléchis, en fait, pour passer de l'état initial à l'état buildé, lorsque je vais faire mon commit, en fait, ça correspond au step build, test et lead. Ok. Et pareil, pour passer de mon état buildé à l'état déployé en dev, en fait, on va reprendre une petite boucle DevOps et on va on va passer de release, deploy, operate, monitor, boom. Et pareil pour notre environnement de UAT et enfin, pareil pour notre environnement de prod. Ok. Donc, du coup, parfait. Tout ça, c'est du DevOps. Youpi. Donc, on met de côté la machine à état. Ça nous a permis de nous rassurer sur le fait que c'était pas n'importe quoi et que ça pouvait fonctionner, en tout cas, dans l'idée. Mais alors, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, on va utiliser aussi des référentiels. On va en utiliser notamment deux. Un premier référentiel qui va être un référentiel de build, une sorte de fichier YAML, ça peut être du JSON ou du XML, enfin fiche, où on va décrire en fait principalement les différents composants, donc, que ce soit les librairies ou les microservices ou notre infrastructure, peu importe, qui vont avoir le nom du repo, la dernière version de notre application, de notre composant, et puis le commit hash qui correspond à cette version-là. Donc là, on imagine le tag tic. Et on va l'avoir pour les différentes librairies, et puis aussi on va faire apparaître aussi la notion de dépendance de build. C'est-à-dire que notre librairie 1, librairie 2 qui dépend de la librairie 1, on va l'indiquer. Ok. Document simple, facile à maintenir. Et puis on va avoir un deuxième document, donc une dépendance de déploiement, qui elle va gérer en fait nos composants, mais ce coup-ci au niveau du déploiement. C'est-à-dire qu'on va préciser que notre composant web 1, pour pouvoir être déployé, il a besoin de son infrastructure. Ok. Parfait. Donc on a nos deux référentiels, notre idée de machine à état, notre pipeline qui a été converti. Ok, super. Donc je mets ces deux fichiers de référentiel dans notre repo Git, qu'on va appeler meta, et on va refaire tourner notre machine. On va imaginer que notre référentiel de build va parcourir l'ensemble des référentiels de build, enfin on va parcourir l'ensemble du référentiel de build, et pour chaque composant on va vérifier l'état du build lié au commit, déclencher le build si il n'a pas été buildé, et en cas de succès, youpi, on a notre livrable et on passe au suivant.
passe au build suivant, etc., etc. Ok. On peut aussi constater que c'est déjà buildé. On n'a pas fait d'évolution, donc on relance notre pipeline méta, et là, du coup, il va vérifier l'état, il va dire, c'est déjà en succès, donc j'ai rien à faire. Merci, au revoir. Je passe à la suite. Ok. Donc ça, c'est bien. On gère, du coup, avec ce principe-là, ça veut dire qu'on est capable de générer nos différents composants, nos différents librairies durant la phase de build. Là, l'idée, ça va être de dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, il me faut générer un manifeste. Un manifeste, pourquoi? Pour pouvoir, en fait, identifier de façon précise le build qui a été déclenché durant cette première phase. Donc le résultat, donc les composants qui correspondent, et les builds qui correspondent aux différents composants. On va stocker dans un manifeste. Ce manifeste, il va se présenter sous cette forme-là. En fait, on va avoir juste, comme pour les autres, on s'en fait pas, sauf qu'on va juste préciser l'ID du pipeline. En disant, ben voilà, pour mon composant web 1, à cet instant-là, c'est ce pipeline-là qui correspond. Donc si tu veux le déployer, tu iras activer ce pipeline-là, et pas un autre. Ok. Puis bien entendu, on va reprendre notre référentiel de déploiement, donc avec nos dépendances de déploiement, et puis rebelote, même principe, on va avoir nos deux petits fichiers, et lorsqu'on va faire notre déploiement web, on va parcourir le référentiel de déploiement. Donc, on imagine notre infra, on passe sur l'infra, on va constater que notre infrastructure, alors on va rechercher le build qui est associé au manifeste, donc dans le manifeste, et s'il n'a pas été buildé, à ce moment-là, il n'a pas été déployé, on va le déployer, et en cas de succès, on va dire, yopi, ça a été déployé, parfait, je passe au suivant. Bien entendu, en cas d'échec, on va avoir le même principe, c'est de dire, ok, on va rechercher le build qui était associé à notre composant, on va vérifier s'il a été déployé, on va le déployer, et là on constate que ça ne déploie pas, stop, on arrête tout. Notre composant suivant, on ne va pas le déployer. Ok, super. Tout va bien, on a fait un truc parfait, et puis on imagine que on a déjà déployé notre infrastructure, et puis du coup, là, pareil, on va dire, j'ai déjà déployé, j'ai rien à faire, je passe au suivant. Et donc, ainsi de suite. Donc là, avec ce principe-là, notre référentiel de build, notre référentiel de déploiement, de dépendance de déploiement, notre manifeste, on va pouvoir gérer à peu près tout notre site. Donc de builder à déployer en dev, déployer en UAT, etc., etc. Et donc, on va avoir un truc comme ça. Donc là, on va pouvoir gérer déjà de manière beaucoup plus simple nos différentes phases et nos différents sprints. L'autre effet de bord, celui-ci, on ne l'avait pas imaginé. En fait, on s'en est rendu compte, on a fait. En fait, c'est pas con, c'est vraiment pas con. C'est l'idée de se dire, en fait, on va générer un manifeste à chaque fin de sprint. Imaginons, la démo est validée, ok, donc on veut déployer en UAT notre application. On va faire un manifeste généré automatiquement qui va avoir l'image de notre infrastructure, de notre web app, avec la version qui correspond, le pipeline qui correspond. Parfait, c'est tout ce que je voulais. Puis sur le sprint suivant, on peut imaginer que voilà, on a rajouté un nouveau batch, on a mis à jour un web service. Et ça, on va le voir automatiquement. On va aussi conserver l'historique de ce qui a déjà été déployé. Donc ça, c'est intéressant. Et puis sur le sprint encore suivant, on imagine qu'on a décidé de décommissionner un composant. Je ne sais plus c'est lequel, c'est notre web service 1. On va décider de le décommissionner. Automatiquement, dans notre manifeste, il va disparaître. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si on se dit, tiens, en fait, j'aimerais bien remonter mon application microservice avec mes 50 microservices à 3 itérations d'arrière, pas de problème, j'ai tout. J'ai l'image de mon application à un état donné de mon cycle agile. Alors, on peut enchaîner les sprints. Donc voilà pour l'idée, et du coup pour le principe, qui me paraît quand même pas déconnant. Et du coup, en fait, il a fallu le confronter à la réalité. Et la réalité, c'est autre chose. Mais avant de démarrer tête baissée dans une réalisation, etc., pour répondre à nos besoins de nos clients, c'est dit, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Et en fait, on va réfléchir en fait, à la valeur que peut apporter notre idée. En effet, notre idée, donc notre concept, doit prouver la valeur pour l'équipe projet. En effet,
il faut que cette idée puisse conserver le rythme des cérémonies agiles, conserver l'organisation, ou en tous les cas, pas dégrader l'organisation de l'équipe, simplifier les processus de déploiement et garantir la qualité des livrables, donc les différents composants, à chaque fois et dans le temps. Ça, c'est la valeur pour l'équipe. Hein. L'équipe, elle est contente. S'il n'y a pas de problème, tout va bien. Et il faut aussi prouver la valeur pour le client. Parce que le client, il me dit, ouais, c'est bien, ok, vous êtes fait plaisir là, avec ce truc-là, mais moi, c'est quoi la valeur? Eh bien, la valeur pour le client, c'est de lui permettre de réduire son délai, notamment entre l'approbation et le go-live. Donc, bien entendu, l'idée, hein, elle n'est pas antinomique avec les feature flags. On peut s'additionner. On peut très bien dire qu'on fait du feature flag et le concept que je vous ai expliqué auparavant. On peut intervenir rapidement en cas de panne. Parce que ça, si le client constate qu'il y a une panne en prod et puis on dit ah non mais attendez, là c'est complexe, il nous faudra 3 semaines pour pouvoir corriger le problème, je pense que le client ne va pas être content du tout. Et le dernier point, c'est garantir la qualité de la solution dans le temps et de la solution dans son ensemble. Pour l'équipe, c'était de chaque composant. Pour le client, s'en fout les composants. Lui, ça fonctionne, moi j'ai mes fonctionnalités, je suis content. Point barre. Donc, ça c'est un point, ça c'est la valeur. Et aussi, l'idée c'était de dire, faut, encore une fois, pas rentrer tête baissée dans la solution, etc. Et il faut qu'on réfléchisse sur la valeur et se dire, en fait, cette idée-là, elle doit être le plus agnostique possible. Parce que chaque client, chaque organisation a son organisation, enfin chaque client, chaque société a son organisation, a ses méthodologies de travail. Il y en a qui vont utiliser le trend-based développement, d'autres qui vont faire du GitHub Flow. Donc notamment, il faut être agnostique au niveau du branching model, donc TBD, GitHub Flow, Gitflow. Il faut que notre idée fonctionne avec peu importe le branching model. Il faut aussi que notre idée fonctionne peu importe son processus de mise en production. Donc je vous parlais de dev, UAT, prod, bien entendu. Chez les clients, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. On va avoir dev, prod, ça arrive, hein, peu d'environnement. Ou alors des environnements où on va avoir un environnement de recettes techniques, un environnement de recettes de performance, un environnement de recettes métier, un environnement de pré-prod et un environnement de prod. Ça arrive, notamment dans les banques. Donc on va avoir différents processus de mise en production, avec des traitements des fois parallèles pour pouvoir paralyser les recettes, etc. Le troisième point, c'est le semantic versioning. Bien entendu, chacun va avoir son mode de semantic versioning. Donc il faut le gérer. Et le quatrième point, c'est l'environnement technique. Quand je parle d'environnement technique, je parle de mon application, elle est hébergée où? Elle utilise quoi comme technologie? Est-ce que c'est du on-premise? Est-ce que c'est du cloud? Est-ce que c'est du conteneur? Est-ce que c'est du web, du front, du back, voilà, on peut en avoir partout. Des batchs, de la data. Je sais pas, mais en tous les cas, l'idée doit être agnostique, peu importe la technologie. Voilà. Pour valider le truc, voilà, comme je vous disais, je suis un peu trop tamponné Microsoft. Donc encore une fois, on est parti sur un environnement de test avec deux outils. Donc d'un côté Azure DevOps et de l'autre côté Azure. Donc le cloud Azure et Azure DevOps. Alors l'avantage d'Azure DevOps, c'est qu'en fait c'est une solution qui contient tout. Donc on peut rapidement valider le cycle DevOps sans avoir à déployer 250 000 services. Donc, c'est quand même l'avantage, c'est du SaaS, c'est super cool. Voilà, je fais un peu de promo pour Microsoft. Ils ont besoin des fois de temps en temps. Donc l'idée, ça va se reposer sur 3 extensions. On peut ajouter dans Azure DevOps, on peut faire des extensions sur Azure DevOps si vous ne le savez pas. C'est-à-dire qu'on peut étendre les fonctionnalités. La première, c'est le Web Extension, qui va nous simplifier la mise à jour des référentiels de build. Je vous parlais de référentiels de build. Donc là, on avait un fichier YAML avec les différents commits, machin chouette. Je vois mal, enfin, en tout cas, moi, en tant que tech lead, je me vois mal à chaque fois aller vérifier dans chaque repo. Alors, c'est quel commit? Ah oui, c'est vrai, je copie le commit H dans le fichier YAML. Bon, et en plus, je vais me planter, c'est certain. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir gérer de manière automatique, de façon graphique, les différents repos de notre solution. Une deuxième une extension, une build extension qui sera dans la phase build et qui va gérer vraiment toute la partie de gestion des builds. Et enfin, une deploy extension qui s'intègre dans notre pipeline CI/CD,
de l'État, et qui va gérer les approbations, donc tout le cycle DevOps des différents composants que l'on a dans notre architecture microservice. Ok, 3 extensions. Rapidement, alors je ne vais pas vous faire la démo parce que c'est un peu lourdingue. Il faut bien comprendre que sur une architecture microservice complexe, là on parle vraiment pas d'une application qui a 10 microservices. Hein. Là on est plutôt sur une application qui a 20, 30 microservices. Il y en a, hein. Il y en a. Donc, bah là on va avoir la web extension, donc on va avoir un listing de tous nos repos, admettons. Et puis on va avoir une petite ligne qui dit, bah voilà, actuellement, la dernière version qu'on a de nos composants, elles sont indiquées ici. Et puis on va aussi pouvoir vérifier que sur notre repo, est-ce que j'ai eu des commits depuis ma branche main, ma branche de feature, etc., ou ma branche develop, comme on veut. On va pouvoir sélectionner une branche et puis lui dire, bah tiens, tu surveilleras cette branche et puis tu détecteras s'il y a eu une mise à jour. Et donc, automatiquement, dès qu'il voit une petite mise à jour, il fait retire de version update. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il faut faire une petite mise à jour sur ce composant-là. Donc, en un clin d'œil, on voit tous les composants qui ont évolué, que l'équipe projet a fait évoluer. Puis, après, du coup, on va pouvoir sélectionner les différents composants qu'on souhaite intégrer et puis mettre une version. Donc là, on est resté très simple, en mode, voilà, petite zone de texte, on saisit la nouvelle version. Et qu'est-ce que ça va faire derrière, en fait? Ce processus-là, il va pas s'embêter, c'est qu'il va s'intégrer. Donc, il va mettre à jour notre référentiel de build. Et ensuite, dans notre référentiel de build, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, c'est lui qui va gérer notre repo. Il va créer nos branches de release, nos tags, et gérer le semantic versioning, puisqu'on l'a déjà défini dans notre référentiel de build. Donc, on va avoir un petit composant qu'on a rajouté dans notre pipeline, et qui, lui, va parcourir notre référentiel de build, comme je vous expliquais. Et puis, à chaque fois qu'il va détecter qu'il y a une évolution, donc une nouvelle version, va aller taguer, créer la branche de release et procéder à son déploiement. Alors, c'est pas lui qui fait le déploiement. Il dit juste à l'autre pipeline, au fait, il y a une nouvelle version, il faut que tu déploies. Et c'est le pipeline qui gère du composant. Ce n'est pas le pipeline qui fait les déploiements, c'est lui qui dit aux autres, fais les déploiements. Et là, fais les builds, d'ailleurs. Et puis, du coup, on va avoir la deploy extension qui fonctionne dans le même principe. Et donc, lui, au lieu de dire, fais les builds, dit aux autres composants, fais les déploiements. Donc, on va avoir, là, voilà, j'ai une petite capture d'écran où on ne voit pas très bien. Hein, et voilà, on voit qu'il passe sur les différents composants, il dit, ça a déjà été déployé, j'ai rien à faire, ça a été déployé, ça a été déployé, puis à un moment donné, il envoie un, il fait, celui-ci n'a pas été déployé, il faut que je le déploie. Donc, il va dire au composant, vas-y, c'est à toi. Le composant, il fait le déploiement sur l'environnement qu'on souhaite. Voilà. Donc, on l'a validé, ça fait maintenant à peu près 1 an et demi, qu'on l'utilise quotidiennement sur nos différents projets. On est entièrement satisfait. C'est pas parfait, hein. Pour le moment, il n'est pas disponible publiquement. Hein. Là, à ce moment-là, il faudrait maintenir toutes ces extensions et tout ça pour les rendre publiques, etc. Aujourd'hui, ça reste encore du mode du développement interne. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le concept. Le concept fonctionne, on pourrait très bien l'appliquer à d'autres cas. Hein. Là, moi j'ai utilisé Azure DevOps, on pourrait très bien l'utiliser avec du Jenkins ou avec du CircleCI, enfin tout ce que vous voulez, ou de l'Argo CD, enfin blablabla, ce que vous voulez. Ça marcherait. L'idée est là. Ce que ça a apporté en fait, au final, en synthèse, pour finir, et après j'arrête de parler parce que là, je pense que j'ai dépassé. Non, encore. Il n'y a pas de. Ah non, c'est bien. C'est comme ça. Je gère bien mon temps. Ce que ça apporte au final, 5 points. Simplification. Hein, parce que moi, en tant que tech lead, j'en avais ras-le-bol. Donc là, du coup, le processus de build et puis de déploiement, il est quand même vachement simplifié parce que en fait, j'ai une tour de contrôle qui va constater l'état de mes différents repos, vérifier, tiens, j'ai une mise à jour, etc. À la fin du sprint, je sélectionne les composants, je fais OK, ping, hop, ça redéploie, tout terminé. Donc c'est lui qui gère les cycles DevOps de chacun des composants. Rapidité,
Le fait d'avoir orchestré tout ça, ça veut dire que c'est lui qui cadence. Donc on n'a pas besoin de dire en mode manuel, au fait, mettons, si on a une infrastructure, moi ça m'arrive, sur les infras que je déploie, des fois ça peut durer 40 minutes. C'est joyeux, même sur Azure. Donc on se dit, c'est super rapide, les cloud providers et tout ça, mais il y a certaines ressources qui mettent un certain temps à se déployer. Donc ça veut dire que si on devait le faire manuellement, il faudrait penser à se mettre une petite alarme sur son téléphone et puis dire, en fait, ça fait 40 minutes que ton infrastructure t'as commencé le déploiement, donc elle devrait être terminée. Va vérifier s'il faut déployer les composants suivants. Là, l'avantage, c'est qu'il le fait pour toi. Il dit, bon, l'infra est déployée, tu peux passer à la suite. Donc, on gagne en temps. Fiabilité, forcément, puisque, en fait, comme on tag tous les éléments et qu'on gère de manière automatisée et de manière organisée les différents composants, les différents repos, jusqu'au déploiement, on a beaucoup moins de risques d'oubli, d'erreur, parce que l'erreur est humaine. On limite cet effet d'erreur. Traçabilité, donc comme je vous disais avec le fameux manifeste, on va avoir une trace à chaque fin de sprint de l'état de notre application. D'ailleurs, petit aparté, sur notre pipeline master, en fait, ce qu'on a mis en place et qu'on trouve ça vachement sympa, c'est qu'en fait, on a rajouté une notion de version d'application. C'est-à-dire qu'on a une version des composants. Et en fait, à chaque fin de sprint, on fait notre mise à jour de notre build pipeline. Pas de build pipeline, de référentiel de build. Donc on fait le commit. Donc via l'interface web, c'est elle qui fait le commit. Okay. Et donc du coup, on rajoute automatiquement un tag en disant, voilà, ça c'est le sprint 54. Ok, cool. Du coup, on met un tag sprint 54. Et donc demain, si on a besoin de reprendre l'infrastructure de sprint 54, on sait le faire immédiatement. Donc ça, c'est super cool. Donc on a vraiment une super traçabilité. Et puis productivité, encore une fois, avec notre manifeste, on va pouvoir reproduire notre environnement à l'instant T. Et vraiment de façon sereine. C'est-à-dire qu'on n'est pas, mince, attendez, j'ai oublié tel composant, il y a telle librairie qui a été mise à jour entre temps, ouais, mais c'est parce que du coup, là, il faut que je recompile le truc, mais du coup, les librairies, les dernières versions, elles ont évolué, c'est plus compatible, tous ces trucs-là. Là, c'est tout packagé, c'est tout reproductible, donc grosso modo, on déploie, on peut redéployer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça c'est pour toute l'équipe. Parce que tu peux juste répéter sa question vu que tu as le micro. Oui, alors la question de Fanny, c'était est-ce que ce qui est produit, donc j'imagine le manifeste et tout ça, les référentiels de build et les référentiels de déploiement, est-ce qu'ils sont visibles par toute l'équipe ou uniquement par les ops, c'est ça ? Exactement. Alors, du coup, c'est une question antinomique, puisque le DevOps tend à dire il n'y a pas de ops et il n'y a pas de dev, c'est une équipe. Donc DevOps, donc avec une démarche DevOps, donc les devs et les ops travaillent ensemble, dans la même équipe, ils sont tous responsables. Donc, moi, c'est ce que je fais systématiquement sur mes projets. Et quand je dis, le client me dit, ouais, mais non, nous, on a des équipes DevOps, je dis, mais quel est l'intérêt si vous voulez mettre du DevOps ? Ah ouais, mais c'est parce que c'est mieux. Du coup, vous faites pas du DevOps. Du coup, ma remarque, après, c'était que je rajouterais, moi, des points positifs à ta fleur finale, c'est que ça permet aussi l'alignement des équipes. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule équipe derrière ces features, et aussi la visibilité, parce que sur le terrain, ce qui manque face à ces problématiques-là, c'est que justement, on ne sait pas où on en est. Faut demander à un tel, lui il sait parce que c'est le backend et c'est lui qui s'occupe de versionner un petit peu tout et de faire les commits. Ouais. Ah oui, mais il n'est pas là. Alors que là, il y a quelque chose qui est affiché, qui est clair, qui est tracé. Tout à fait. Et du coup, ça permet justement de donner cette vision un peu. Exactement, ouais, tout à fait. Alors du coup, c'est vrai que ça permet de donner une vision globale de l'application. D'ailleurs, on est actuellement en train de travailler. Très belle transition, on est en train de travailler sur une évolution de cette fonctionnalité pour avoir en fait sur l'interface de déploiement, donc, sur ce module-là, rajouter un petit onglet qui donne en fait l'état de l'application, la solution complète à l'instant T et dans chacune des phases du pipeline. Donc grosso modo, en fait, on a une cartographie des composants qui sont actuellement, donc la version 1.5, machin du chouette, qui correspond au sprint truc du chouette. Donc on a une cartographie, c'est en cours,
mais l'idée c'est vraiment de donner cette visibilité complète et en fait de même pouvoir inclure dedans la notion des user stories, donc de remonter jusqu'à la fonctionnalité originale. Voilà, mais tout à fait. C'est un des avantages et l'idée c'est vraiment, et pour moi je reste convaincu que de toute façon la démarche DevOps ça ne peut pas fonctionner si on commence à dire ouais mais non, là il y a des ops, ils ne seront pas dans l'équipe. Non, on ne fait pas du DevOps avec des gens qui ne sont pas dans l'équipe. C'est comme l'agilité, je suis désolé, mais à un moment donné, le product owner, s'il me dit ah ouais, mais je suis désolé, je suis pas disponible, ah ben je suis désolé, moi l'équipe ne peut pas produire. Même principe. Donc voilà. D'autres questions? Oui, j'ai une question sur moi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui s'adapte au type d'équipe? J'entends par là que dans le quotidien, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui sont en phase d'adoption de DevOps. D'accord. Ce qui implique qu'on a des populations de personnes qui sont beaucoup moins averties que l'équipe qui semble ouais. Et pour qui ce modèle me semble peut-être délicat à aborder dans la mesure où ils sont en cours de conquête de ces outils, que ce soit Git, que ce soit GitLab, que ce soit tout à fait. Sonar, et ainsi de suite. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est applicable uniquement avec une équipe DevOps déjà avertie, déjà expérimentée, ou est-ce qu'il est facilement intégrable dans une équipe plus legacy? Après, en effet, de toute façon, moi j'ai souvent tendance à conseiller. Alors, du coup, la question c'est est-ce que. Parce que du coup, j'ai pour le micro. La question c'est est-ce que il est possible de mettre en place cette démarche-là, donc cette idée-là, dans le cadre où on a des personnes qui débutent, ou en tous les cas des équipes qui débutent dans la démarche DevOps, où en tous les cas ça serait compliqué. Alors, je ne cache pas que, en effet, cette démarche-là nécessite, parce qu'on est dans un projet complexe d'application distribuée, d'avoir déjà un bon niveau d'expertise et de maîtriser le DevOps. En général, moi, ce que je conseille souvent à un client que j'accompagne sur les démarches DevOps, c'est commencer, faites simple. Faites simple. Petite application, petit projet. Allez pas attaquer le gros mastodonte en démarche DevOps. Parce que faites-vous les dents sur 2-3 petites applications avec un front, un back, parfait. C'est facile à gérer et vous n'avez pas besoin de mettre en place ça. Ça, c'est vraiment dans le cas où, c'est ce que je disais en début de réunion, enfin de talk, je vais y arriver. C'est dans le cas où on a une dizaine, une vingtaine, voire plus que ça. Donc là, dans l'exemple que j'avais, moi, pour mon client, on était rendu à une quarantaine, voire une cinquantaine de composants, que ça commence à devenir tartiné. Là, du coup, ces outils-là sont utiles. Dans le cas où on est sur des débutants, on ne va pas partir sur des choses comme ça. J'ai une autre question également. Ouais. Quel est l'impact que tu as observé sur tes cycles agiles? Est-ce que tu es capable de l'itérer plus rapidement? Est-ce que ça t'a permis de réduire peut-être même tes splits, si c'était ta volonté? Qu'est-ce que tu as vu en termes d'organisation comme impact? Alors, l'impact principal, parce que alors, du coup, je milite depuis le début à dire arrêtez de faire des itérations de 3 semaines, ça m'énerve. Faites des itérations de 2 semaines, comme ça vous engagez moins de user story, mais vous pouvez les livrer beaucoup plus rapidement. Et vous n'avez pas un espèce de tunnel de 3 semaines qui commence à devenir vachement long. Donc, d'une part, j'ai pas pu, en tout cas, constater l'effet sur ce point-là. Par contre, l'effet bénéfique de cette solution-là, c'est surtout sur la garantie, la qualité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de problèmes de « Ah mince, j'ai déployé tel composant, telle version. Ah non, mince, fallait pas le déployer, pourquoi t'as fait ça, etc. » Ah mince, je croyais que c'était embarqué dans la user story du chouette. Non, c'était dans les essais qui a été repoussé dans le sprint suivant. Oups. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'on gagne en sérénité par rapport à ça. L'équipe, en tout cas, est beaucoup plus sereine sur ce qu'elle doit déployer. Donc, typiquement, avec l'interface que vous voyez là tout à l'heure, cette interface-là, très rapidement, on voit quels sont les composants qui ont été évolués à la fin du sprint. On se met autour de la table avec l'équipe. Et puis, on passe en revue les différents composants qui ont évolué. Donc, c'est facile, hein. On les voit. Et puis, on se dit, bon, alors du coup, en fait, pourquoi il a évolué ce composant-là? Puis là, t'as le petit stagiaire qui fait « Ah, mais non, c'est parce que j'ai fait un test, mais c'est pas dans la user story, c'était un truc que j'ai fait. » Ouais, bon, ok, alors on l'embarque pas, on verra ça tout à l'heure. Des choses comme ça. Donc ça nous permet au moins déjà, on fait ça souvent à la fin de la démo, on
se retrouve durant la review, et puis du coup, on passe les différents composants. Donc voilà. J'ai répondu à ta question? Oui. Parfait. D'autres questions? Je sais pas si c'est une bonne question là, un peu bizarre. Imaginons qu'on ait par exemple au niveau du versionning, une version par exemple pour août et une version pour septembre, et que les devs se passent en parallèle. Est-ce que c'est facilement gérable ou pas avec cette méthode, que ça a l'air assez automatisé au niveau du guide, etc. Alors, ou est-ce que c'est là pour le coup, il faut avoir un petit côté un peu manuel? Alors, parce que ça existe. Hein. Oui. Après, non, c'est pas impossible. Il faudra juste penser à avoir deux branches. Donc j'imagine que vous êtes peut-être sur le développement avec, vous avez une branche août et puis une autre septembre, un truc comme ça. Et donc à un moment donné, vous faites des merges, j'imagine. De la branche août sur septembre, etc. C'est pas antinomique. Hein. On peut très bien imaginer. Par contre, ça aurait peut-être un petit peu galère parce que j'imagine que vous avez des environnements différents entre août et septembre. Oui, les choses. Oui, c'est galère, mais c'est bien ça. Donc, du coup, ça veut dire que vous avez peut-être un environnement de test d'intégration août et puis un autre de test d'intégration septembre, etc. en parallèle. Ok, donc c'est pas impossible, hein. On peut très bien. Donc là, c'est ce que je disais, hein. L'idée c'est que ce soit agnostique hein, de l'organisation. Donc, pour le coup, là, l'idée, nous on l'a validé avec du GitHub Flow ou des choses custom, ça marche très bien. Parce qu'en fait, au final, on se raccroche uniquement au principe de dire j'ai des commits sur des branches et à un moment donné je les embarque ou pas. J'espère que j'ai répondu. Ok, super. D'autres questions? Je viens de devoir passer les pizzas, tu vois. Ah bah là c'est fini. Les pizzas c'est arrivé? Pas d'autres questions? Bon, pas très bien. Bah, je vous remercie en tous les cas et puis Moi je vais arrêter l'enregistrement.